Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode primordial de notre saison 2 de la formation Kotlin. On va voir ce que c'est que des flows, des live data, des shard flows, des coroutines. Tout ça pour le moment c'est peut-être flou pour vous, flou pour vous, mais vous allez voir qu'à la fin de cet épisode, je l'espère en tout cas, tout ça va être vraiment très clair. Dans les épisodes précédents, je vous ai montré comment créer une base de données avec Room très facilement et faire des appels web services avec Retrofit. Dans cet épisode, on va combiner tout ça et je vais vous montrer comment utiliser justement la base de données et justement les appels web service. Mais tout d'abord, passons à la partie théorique. Qu'est-ce que c'est qu'un thread? C'est très important. Votre code est fait pour être exécuté ligne par ligne, d'accord? Mais parfois, on a besoin d'exécuter des algorithmes en parallèle, voilà, de notre code. Imaginons que notre code fait tourner un loader, le temps que je fasse des appels web service, et ben à côté, il va falloir que je démarre un thread pour faire mes appels web service. D'accord? Donc comme ça, j'aurai deux codes qui s'exécutent en même temps. C'est ça en fait un thread. C'est un autre code qui va s'exécuter en même temps que le code principal. Voilà. Donc maintenant que la partie théorie c'est fait, vous allez pouvoir comprendre ce que c'est qu'un flow, une coroutine, etc. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Let's go. Rappelez-vous, l'architecture qu'on veut mettre en place, c'est une clean architecture. Dans les épisodes précédents, on avait fait quasiment toute la partie data, d'accord? Tout ce qui est web et DB ici, base de données. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à toute la partie domaine. On va tout faire aujourd'hui, d'accord? Comme ça, dans l'épisode suivant, on pourra faire toute la partie présentation, c'est-à-dire tout ce qui est visible à l'œil de l'utilisateur, donc la partie qui vous intéresse aussi un petit peu quand même, puisqu'on est développeur front. Ok, donc la partie domaine, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, c'est la partie qui va faire pont entre la data et la présentation, de comment je vais aller récupérer mes données à comment je vais les afficher, d'accord? Donc je vais préparer mes données pour pouvoir être affichées dans la présentation. Pour ça, c'est très important, il va falloir que je convertisse tous mes modèles, d'ailleurs il n'y en a que deux, hein, c'est Product Response, ils sont juste derrière, et Product Response, c'est ce qu'on avait créé dans les épisodes précédents, d'accord? Donc du coup, il va falloir que je les convertisse en ce qu'on appelle entities, en data qui vont pouvoir être utilisées par la présentation. Donc on va commencer direct par ça parce que bon, c'est pas très intéressant, on va le faire très rapidement. Pour ça, on va aller dans notre package principal, on avait déjà data, regardez juste là, on a aussi common, et puis là je vais créer un nouveau package qui va s'appeler domain. Et pendant que je code, n'hésite vraiment pas à aller cliquer sur le petit bouton rouge si c'est pas déjà fait, s'abonner, comme ça tu es abonné à ma chaîne, il y a une petite cloche qui va apparaître, tu cliques dessus, tu sélectionnes toutes les notifications, comme ça dès que je sors une vidéo, bah toi t'es au courant et tu manques aucune de mes prochaines vidéos. Allez, on continue. Dans domaine, je vais créer justement un package qui va s'appeler entity. Ok, vous l'aurez certainement compris, le but c'est de créer une classe qui va s'appeler product et l'autre qui va s'appeler product result. En fait, tout simplement, hein, ça va nous permettre de convertir ces objets-là avec toutes les annotations en un objet sans annotation qui sera utilisable facilement. Pour rappel, tout ce qui est dans data ne peut pas être utilisé dans présentation. C'est pour ça que c'est très important de faire des entities. Bon, nous, on va pas vraiment modifier la data, on va recréer des classes vraiment similaires, mais parfois il est intéressant de créer des entities pour transformer la data qui vient du back-end ou de la base de données en data qui va être affichée à la vue. Pour nous, ce ne sera pas le cas, on va vraiment créer exactement la même classe product et la même classe product result sans les annotations en fait, tout simplement. Ok, donc pour ça, ça va être très simple, on va aller récupérer mes deux modèles, je vais les copier, commande C, et je vais les mettre dans entity, commande V. Ok, j'y suis, j'ai product response et product result response. Je vais les renommer pour enlever response parce que là c'est pas une réponse à un web service ou une réponse à une base de données, c'est juste le modèle que j'ai envie d'utiliser. Donc je vais les renommer. Hop, lui product response, je le mets en product et l'autre en product result. Ok, c'est bon, c'est fait, j'ai quelque chose de vraiment propre. Maintenant je vais enlever tous les fils JSON parce qu'ils me servent à rien du tout. D'ailleurs dans les deux classes, hein, je peux les enlever. Ici je vais aussi enlever toutes les annotations de room parce que là ça va pas vraiment me servir, hein. Hop, donc j'enlève tout. Voilà, j'ai tout enlevé, je garde le keep. Le keep va me servir pour, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, ProGuard. Donc ça, je peux le laisser. Je vais juste rajouter une annotation qui s'appelle addParcelize pour que mes objets soient parcellisables. C'est très important que mes objets soient parcellisables. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir les envoyer d'une vue à une autre. Voilà, sinon je pourrais pas le faire. Voilà, d'un fragment à un autre ou voilà, d'une activité à une autre. Donc pour ça, je mets une annotation addParcelize et je l'étends de parcelable. Voilà, avant, il y a très longtemps, on devait tout faire à la main, je me rappelle. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a des choses qui existent comme ça qui nous permettent de vraiment gagner beaucoup de temps. Donc la même chose pour product result. Ici, je fais addParcelize et j'étends de parcelable. Ok, un petit zoom pour que vous voyez la classe finale. Elle ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est très simple. Dans product result, il faut faire très attention. Ici, j'ai product. Et là, j'ai, attention, hein, ça l'a renommé automatiquement, mais j'ai product et pas product response. D'accord? Juste là. Hein. Ça l'a fait automatiquement de mon côté, mais si jamais c'est pas fait de l'autre côté, n'oubliez surtout pas de renommer ça avec une classe qui est dans entity et pas dans modèle.
ok, de data model. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. Ici, ça donne ça, voilà, product. Nos classes, elles sont complètement terminées. Maintenant, il faut que je convertisse un product result response ou product response en classe entity, donc en mes modèles en entity. Pour ça, on va retourner dans nos classes modèles, d'accord? Donc celle-ci, par exemple, product response. Et ici, je vais rajouter une méthode qui va s'appeler fun2model et qui va retourner l'entity de cette classe, donc un product. Donc là, on va le retourner direct, on va faire un égal, et puis ici, tout simplement, vous l'aurez compris, il va falloir que je crée mon product. Pour créer mon product, rien de plus simple, hein, j'ai déjà tous mes champs qui sont là-haut, donc je vais le faire très facilement, je vais tout sélectionner, tous mes champs, et je vais les mettre dans mon constructeur. Voilà. Donc quand on connaît les raccourcis, c'est beaucoup mieux. Si vous êtes sur Mac, là je suis en train de cliquer sur Options et majuscules en même temps, et je sélectionne tout avec ma souris. D'accord? Hop, je fais Commande C, je mets tout ici, Commande V, là j'ai tout ce qu'il faut. Ici j'appuie 2 fois sur Options, je reste appuyé la deuxième fois, je sélectionne toutes les lignes, je fais égal, et commande V. Et une petite virgule à la fin pour bien tout séparer. Je réindente tout et ma méthode toModel pour convertir mon modèle en entity, elle est terminée. On va aller dans product result response et on va faire exactement la même chose, bien entendu. Ok, donc là on est bien dans product result response, hein, on le reconnaît hein, avec les add field. Et puis je vais faire un toModel ici aussi. Ok, donc là c'est un product result et là le même travail que tout à l'heure. Je récupère ces deux là. Je les mets là, je dis tac tac, je fais égal et je mets ça. Donc là bon, je connais mes raccourcis, si vous les connaissez pas, c'est pas très grave, hein, vous faites juste à la main, hein, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Ici, il faut faire très attention, regardez, qu'est-ce que j'ai? Il me met une erreur en rouge. Mais pourquoi me met-il une erreur en rouge? Mais vilain. Non, pas vilain, c'est juste que j'ai un product response et il faut que je le convertisse en product. Ça tombe bien, j'ai un truc qui s'appelle toModel. Voilà, donc là juste un petit point d'interrogation parce que ça peut être nul. Et voilà, tout simplement, là j'ai vraiment mon product result. Ok, on a terminé la partie un peu relou, je suis désolé, hein, c'est vrai qu'elle est un petit peu relou cette partie. On va juste créer une dernière entity, je le mets dans entity, bon pour le mettre autre part, mais je le mets dans entity. Ça sera pour notifier que mon score a été modifié. Rappelez-vous, mon application principale, c'est je vais scanner des codes barres et d'aliments et puis ça va me donner un score. Donc il faut qu'à chaque fois que je scanne un code barre, j'update mon score général, d'accord? Donc là on va juste créer une entity qui va nous permettre par la suite, vous verrez, on va le faire aujourd'hui, hein, de notifier mon application à n'importe quel endroit que mon score a été modifié. Comme ça je vais pouvoir le modifier quelle que soit la vue que je suis en train d'afficher. Donc pour ça on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler Score Update Event dans Entity directement, hein. Ok, là voilà, bon ça va être même une data class et puis à l'intérieur je vais simplement lui dire de prendre un score qui est de type entier, donc val score int. Voilà, c'est tout. On a fini pour les entities de notre application. On a besoin de plus rien du tout comme entity. Passons maintenant au repository. Je pense que c'est ce qui va vous intéresser vraiment. Tout d'abord, on va créer l'interface de nos repositories. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, le repository est partagé entre la partie domain et la partie data. Voilà. Donc, dans la partie domain, je vais créer une interface dans laquelle je vais créer toutes les méthodes dont je vais avoir besoin. Et puis, dans la partie data, je vais implémenter ces méthodes, voilà. Donc moi, en fait, dans la partie domaine, je m'en fiche de comment implémenter la méthode. Je veux juste récupérer ma data. Donc, je donne mon interface à la partie data. Je lui dis, voilà ce dont j'ai besoin. Et la partie data va se débrouiller pour tout implémenter, aller chercher dans la base de données, aller chercher en appel web service. Ça, j'en ai rien à faire, d'accord? Ça, c'est plus mon problème, c'est le problème de la partie data. Donc là, dans domain, on va créer un répertoire qui va s'appeler repository. Voilà, j'ai un package qui s'appelle repository dans domain. On va avoir exactement le même dans data, mais on le fera juste après. Et je vais avoir deux interfaces de repository. Je vais avoir celle pour le produit et celle pour l'utilisateur pour mettre à jour justement mon score. Créons donc ces deux interfaces, Product Repository et User Repository. Ok, c'est fait, comme vous pouvez le voir, j'ai Product Repository et User Repository. Ce sont des interfaces, pour le moment il n'y a rien dedans. Et on va justement réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Commençons par Product Repository. J'ai besoin de trois méthodes. La première, elle va me permettre d'aller chercher dans mon cache, donc dans ma base de données en réalité, est-ce que je connais le produit qui a ce code barre. La deuxième va me permettre d'aller chercher ce produit si jamais je ne le connais pas dans le cache, donc grâce à un appel web service. Et enfin la dernière va me permettre d'aller récupérer tous les produits que j'ai déjà scannés, donc qui sont dans ma base de données en réalité. D'accord? Donc créons ces trois méthodes, vous allez voir, je vais vous les copier-coller, elles sont très simples. Et on va aller les coder juste après, bien entendu. Ok, donc voici les trois méthodes dont je vous ai parlé. Donc la première
elle va aller récupérer getCacheProduct dans ma base de données en réalité, hein, on va faire ça juste après. Et je lui donne un code barre et ça me retourne un produit qui peut être cullable, bien entendu. Ici, la deuxième va me retourner un product result, hein, d'accord, et je vais lui donner un code barre. Là, en réalité, on va faire un appel web service. Et là, je vais aller chercher dans ma base de données tous les produits. Voilà ce qu'on va faire en réalité derrière ces méthodes-là, d'accord. Petite parenthèse pour le getProduct, c'est ici, où j'ai mis un suspend ici. Suspend, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attention, cette méthode-là doit être exécutée dans un thread à part, d'accord? Parce que justement, je vais faire un appel web service et ça va me bloquer mon UI sinon. Donc là, je suis obligé, en mettant suspend, de le mettre dans un thread à part lorsque je vais l'appeler. On verra bien entendu comment faire ça avec des flows. Ok, passons maintenant à user repository. Je vais avoir besoin de deux méthodes, une pour récupérer le score, une pour la modifier. Jusque là, tout va bien. Mais je vais avoir besoin d'un troisième élément ici, c'est être notifié lorsque le score a été mis à jour de n'importe où dans mon application. Et pour ça, il existe des mutable shared flow. En fait, lorsque je vais modifier le score, je vais dire à mon mutable shared flow, il a été modifié, et de n'importe où dans mon application, n'importe quelle vue, je peux écouter ce shared flow et réagir lorsque mon score a été mis à jour. C'est ce qu'on va coder là tout de suite. Donc mes deux méthodes, le getScore pour récupérer le score, updateScore pour modifier le score, et puis mon shared flow ici qui prend comme type un score update event. Score update event, c'est la classe qu'on avait créée qui prend un score à l'intérieur au final, hein, d'accord. Donc c'est ça qu'il va falloir utiliser. Maintenant, petite parenthèse. Vous avez bien vu ici, j'ai mis en suspend. Pourquoi j'ai mis en suspend? Vous allez voir quand on va le créer. Parce qu'au final, le updateScore, c'est comme le getScore, hein, on va aller chercher les shared pref. Donc il n'y a pas besoin en réalité de mettre en suspend, sauf que je vais utiliser le mutable shared flow à l'intérieur. Et le mutable shared flow, pour pouvoir poster des événements à l'intérieur, je suis obligé d'être dans un thread en parallèle. Voilà, c'est pour ça le suspend. Vous allez voir, on va le coder, hein, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition parce qu'on va aller commencer à coder ces deux interfaces côté data maintenant. Donc on ouvre le projet, cette fois-ci on va aller dans data et on crée un package qui va s'appeler repository. Ok, et à l'intérieur, rien de très compliqué, on va juste faire un product repository ample et user repository ample, qui cette fois seront des data qui vont implémenter leur interface, bien entendu. Allez, on crée ces deux classes. Ok, donc vous voyez, repository, product repository ample et user repository ample, c'est bon. Allez, on a nos deux classes et maintenant on va se concentrer sur product repository ample. Tout d'abord, on va lui dire qu'il va étendre de product repository. Et puis là, on va me dire d'implémenter toutes les méthodes. Donc je lui dis ok, vas-y, je clique sur la petite loupe et je sélectionne toutes les méthodes pour lui dire implémente-moi tout. Maintenant, bien entendu, il va falloir implémenter ce qui est à l'intérieur. Pour implémenter ce qui est à l'intérieur, on va avoir besoin de deux choses. La première, c'est le remote API, d'accord? Et puis, donc, nos appels web service, hein, comment faire nos appels web service. Et on va avoir besoin de notre product DAO, les deux classes qu'on avait créées dans les épisodes précédents, bien entendu. Donc, product DAO qui va nous permettre d'aller taper sur la base de données, bien entendu. Hein. Donc, ici, je vais rajouter dans mon constructeur. Donc, voilà à quoi ressemble le constructeur maintenant. Donc, on a bien Remote API. Attention, Remote API, c'est une interface, vous vous rappelez? C'est celle-ci, celle qu'on avait fait avec Retrofit. Donc, on a besoin de rien d'autre et on va l'injecter avec Coin, vous allez voir. Et le product DAO, c'est ceci pour pouvoir faire des appels dans notre base de données, d'accord? C'est bon, on a tout ce qu'il faut, appel web service, base de données. Donc commençons par le getCacheProduct. En fait, tout simplement, on va aller utiliser notre DAO, on va faire return, product DAO, d'accord, find, barcode, et puis on va faire un toModel. S'il l'a trouvé, il va me le convertir en toModel pour aller me renvoyer un product. Parce que à l'intérieur de notre base de données, je vous rappelle, on stocke des product response, et pas des products, hein. C'est le product response qui a des notations. Ok, donc ça, c'est terminé. Voilà, si je l'ai en base de données, ça va me le renvoyer. Donc maintenant, le getProduct, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jouer avec le Remote API, on va faire un appel web service. Et si on a une bonne réponse, hein, si on a une réponse du web service, on va le stocker dans notre base de données. Tout d'abord, récupérons la réponse. Pour ça, on fait Remote API.getProduct et on met le code barre à l'intérieur. Ça va tout simplement exécuter, voilà, la requête qui est là, product/barcode. Voilà. Donc ça, c'est bon et on va récupérer la réponse ici. Ça, jusque-là, tout va très bien. Maintenant, on va récupérer le product qui est à l'intérieur. Regardez. Hop, parce qu'on n'a pas besoin du product result. Hein. Le product result, je vous rappelle ce qu'il y a dedans. Il a un statut et le product. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le product qui est là. On pourrait checker le statut. Vous avez dit, bon, on va pas le faire là tout de suite, mais vous pouvez aller plus loin que moi dans ces tutos. Il n'y a aucun souci. Hein. Ok, maintenant, on va checker si le product est différent de nul. Et s'il est différent de nul, on va tout simplement l'insérer en base de données. Et pour ça, rappelez-vous, dans les épisodes précédents, on l'a fait. On va aller dans product DAO.insert all, d'accord, et puis là je mets mon product. Et voilà, là je l'ai inséré dans ma base de données, tout simplement. Et à la fin, bien entendu, il faut que je return product result response.toModel pour retourner un product result. Il nous reste enfin le getProduct. Bon, très simple, hein, on va utiliser notre product DAO pour récupérer tout ce qu'il y a dans ma table, donc product DAO.getAll.
Voilà, là ça me le souligne en rouge parce que ça va me renvoyer une liste de product response et pas une liste de product. Donc il suffit juste que je fasse un point map, d'accord. À l'intérieur, je fais it.toModel, tout simplement. Et voilà, il n'y a plus aucun souci, j'ai bien envoyé une liste de product et pas une liste de product response grâce à ma map. Ok. Et bien voilà, ma classe est terminée, d'accord, on a bien implémenté le truc. Et maintenant, on va aller se diriger vers user repository ample pour pouvoir implémenter mes méthodes qui sont à l'intérieur. Donc du coup, ici, ça va étendre, vous l'avez compris, de user repository. Ici, on va me demander d'implémenter l'interface. Donc du coup, je fais ça, implement member, je lui demande de tout implémenter. Donc là, cette fois-ci, on va avoir besoin juste du local API parce qu'on va jouer simplement avec le score. Et rappelez-vous, le score, on l'avait mis directement dans notre classe local API, c'est-à-dire dans notre chart pref. Et voilà, maintenant on va jouer un petit peu avec tout ce qui est à l'intérieur. Tout d'abord, le mutable chart flow, il est très simple, hein, tout simplement. Ici, j'enlève tout ça, hop, et je mets juste deux parenthèses pour dire que c'est un mutable chart flow. Et là, je mets un égal, voilà. Donc, le score update event, c'est un mutable chart flow de score update event, avec deux parenthèses pour appeler le constructeur. Ok, lui, il est fait. Maintenant, le get score, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Le get score, on va simplement aller chercher le local API, égal à local API, .get score. On l'avait déjà fait dans les épisodes précédents. Ok, et maintenant, le get score, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer le score courant et on va lui ajouter le score du produit. Pour faire ça, le score du produit, on va créer une petite méthode qui s'appelle score, tout simplement, d'accord? Ici, dans notre classe product, on l'avait pas fait tout à l'heure, on va le faire maintenant. Hop, je vais créer une méthode fun get score, tout simplement, ok, qui va être égale à ecoscore moins nutriscore. Voilà, on va faire la soustraction des deux et ça va me donner le score de ce produit. Ok, bah du coup maintenant c'est fait, j'ai mon score, j'ai mon nouveau score qu'il va falloir que je mette à jour dans ma base, dans mes charts préférences. Hein. Donc local API .update save score, voilà, j'ai save score et j'ai mes scores. Ok, donc c'est bon, maintenant mon score il est bien mis à jour dans mes charts préférences grâce à ça. Et maintenant, on va pouvoir utiliser le score update event, là, mon mutable chart flow, pour pouvoir envoyer l'event n'importe où dans mon application. Imaginez une onde radio, voilà. Eh bien, je vais envoyer justement dans cette onde une information, et celui qui écoute la radio, il va la recevoir, d'accord? Donc c'est exactement ce qui va se passer, hein. Score update event.emit, d'ailleurs, vous voyez, emit, émettre, d'accord? Un score update event, avec à l'intérieur notre score. Voilà, celui qui écoutera le score update event, il va recevoir le nouveau score. Et voilà, maintenant c'est terminé pour nos classes repository. On a juste à aller dans Coin pour montrer comment instancier justement ces deux classes-là. Comme ça, celui qui en aura besoin, eh ben, il aura tout simplement à les injecter. Donc allons dans Coin maintenant. Donc c'est dans module, .kt. Voilà, rappelez-vous notre petite classe, on avait déjà fait data module hein, pour pouvoir injecter remote API, local API et le produit DAO. Donc ça, on l'avait déjà fait, ok. Et là, on se retrouve dans repository module. Et bien, ça va être exactement pareil qu'en bas. On va commencer par product. Je vais faire single product repository ample. À l'intérieur, on va demander remote API et produit DAO, sauf que je les ai déjà définis comment les récupérer juste en dessous. Hein. Donc j'ai juste à faire remote API égale get et produit DAO égale get aussi. Et pour rappel, Coin est assez intelligent pour dire attends, je sais exactement comment faire pour créer un produit DAO puisque je l'ai défini juste en dessous. Ok, donc là on a juste besoin de faire get. Et puis ici, par sécurité, je le fais. Là il va me mettre un warning, enfin un petit warning pour me dire que c'est pas nécessaire de le faire. Mais moi j'aime bien le faire et le préciser parce que des fois ça pose problème, je ne sais pas pourquoi. Mais je fais un as product repository pour dire que c'est un product repository. Comme ça, moi de mon côté, dans mes use cases, je vais pas injecter des product repository amples, mais des product repository. D'accord? C'est très important. Et on va faire exactement la même chose pour user repository ample. Donc là c'est user. Ok, à l'intérieur c'est un local API. Et c'est tout, j'ai pas besoin d'autre chose. Et ici, on va mettre juste un as user repository. Et voilà pour la partie coin. Vous voyez, maintenant, j'ai plus qu'à injecter dans mes classes, dans mes use cases, en réalité, on va le faire tout de suite, mon user repository et mon product repository. Donc, passons use case. Donc, à quoi servent les use cases? Ça va permettre de faire le pont entre la partie domain et la partie présentation. En fait, elle va pouvoir récupérer n'importe quel repository, faire des opérations avec tous ces repositories et puis donner juste une réponse à la présentation pour afficher ce dont elle a besoin. Ça va être beaucoup plus concret maintenant pour vous parce qu'on va créer un product use case dans laquelle on va avoir une méthode qui va s'appeler simplement getProduct dans laquelle on va donner un barcode et puis là il va aller soit aller chercher dans le cache, soit aller chercher dans un appel web service. Il va aussi mettre à jour tout seul le score. Voilà, il va faire tout ça en un seul truc, vous allez voir. Donc ça va être hyper pratique pour nous parce que côté présentation, on a juste à appeler cette méthode là et ça va tout faire pour nous. Avant de passer à use case, je vais vous passer une petite classe que vous pourrez copier-coller dans tous vos projets qui va s'appeler ressources. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi elle va servir. On va la copier-coller ici. On va créer un nouveau package qui va s'appeler ressources et à l'intérieur, je copie ma classe ressources. Voilà.
et je vais vous commenter un petit peu de cette classe, qu'est-ce qu'elle fait. En réalité, il y a plusieurs façons de faire des threads, d'accord? On peut utiliser Ether ou ce genre de choses pour ceux qui connaissent, mais moi j'aime bien faire comme ça. J'utilise une seed class qui s'appelle ressources, et à l'intérieur, j'ai 3 classes, progress, success, failure. En gros, lorsque je vais commencer à faire mon appel web service ou ma tâche en background, donc dans mon thread, je vais appeler progress pour dire que c'est en progression, d'accord? Je suis en train de le faire, ok? Une fois que ça va être terminé, je vais envoyer justement success ou failure. Comme ça, je saurai s'il y a eu un succès et j'ai ma réponse que je voulais, d'accord? Donc mon produit ici. Ou bien failure, est-ce que j'ai une erreur? Et dans ce cas-là, quelle est l'erreur, mon throwable, etc. D'accord? Donc voilà, moi j'aime bien vraiment utiliser cette classe-là. Je la mets bien entendu dans le code source que je mets dans la description. Donc vous y avez accès, vous pouvez directement la copier-coller. Ok? Donc voilà, progress, success et failure pour les 3 étapes du coup de mon thread au final. Ok, maintenant passons au use case. Dans le domaine, je vais créer un nouveau package qui va s'appeler use case. Et dedans, je crée une classe qui s'appelle product use case. On fera user use case juste après. Ok, c'est fait. Du coup, maintenant, on va commencer à coder le product use case. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin des 2 repositories. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais récupérer directement en constructeur les 2 repos. Voilà, j'ai product repository et user repository. Maintenant, on va mettre 2 méthodes à l'intérieur. On va commencer doucement, on va faire la première qui est plus importante, c'est le get product. Imaginons, je scanne mon code barre et qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de donner mon code barre à cette méthode-là et qui va me renvoyer un produit, d'accord? Je m'en fiche de ce qui se passe derrière, hein. Là, je me place côté vue, je vais avoir besoin que de ça. Ok, donc je vais créer cette méthode qui va s'appeler funGetProduct, qui prend en paramètre un barcode de type string. Et maintenant, on va créer un thread pour pouvoir faire toute notre opération. Et maintenant, il faut créer un thread pour pouvoir faire toutes nos opérations. Rappelez-vous, il y avait des suspends, etc. Je vous avais déjà expliqué. Et maintenant, il faut tout mettre dans une méthode en background, d'accord? Donc, justement, dans un thread à part, pour pouvoir être exécuté en parallèle de notre code. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des flows, ok? Donc voilà, le mot-clé c'est flow, tout simplement, ok? Et puis à l'intérieur, on va dire qu'est-ce que j'ai envie de retourner dans ce flow. Donc ici, j'ai envie de retourner un ressource et entre crochets product, ok? Donc ressource, c'est la classe que je viens juste de vous donner, hein, qu'il faut juste copier-coller. Et product, c'est le type que j'ai envie de renvoyer. Pourquoi ici je retourne un ressource product et pas un product? Tout simplement, vous allez voir les flows, comment ça fonctionne. On va émettre des résultats. Ici, j'ai envie d'émettre 3 types de résultats. Le loading, je suis en train de faire l'opération, d'accord? Le success, ok, c'est bon, j'ai un résultat, j'ai un produit à t'envoyer, c'est celui-ci. Et le failure, l'erreur, il y a quelque chose qui s'est mal passé, voici l'erreur. Ok, donc ce ne sera pas forcément un product que j'ai envie de renvoyer, ça sera un ressource product pour pouvoir avoir toutes ces étapes de justement mon opération. Voici ce qu'on va faire. Tout d'abord, je vais aller récupérer dans mon cache, dans ma base de données au final, hein, derrière, hein, on sait comment c'est codé. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ce barcode? Est-ce que j'ai un produit qui correspond à ce barcode que j'ai déjà scanné auparavant? Donc là, c'est catch product. Donc si le catch product est différent de nul, j'ai fait emit, vous vous rappelez, comme dans le mutable shardflow, donc je vais émettre un résultat, d'accord, qui est de type ressource.success. Ressource.success, c'est dans la classe que je vous ai envoyée, c'est une petite méthode qui tout simplement va vous créer un success. Voilà, une classe success avec le résultat à l'intérieur. Donc voilà, le success c'est un catch product. Attention, bien entendu, je suis obligé de mettre un type de product parce que si j'avais mis autre chose, ça n'aurait pas marché. Par exemple, si je mets une chaîne de caractères, il va me mettre un warning parce que là, il veut un product, d'accord? Donc là, bien entendu, il faut bien entendu mettre un product. Sinon, je vais lui demander de faire mon appel web service. Et ben, mon appel web service, c'est quoi? C'est product repository get product. D'ailleurs, en réalité, on ne sait pas si on fait un appel web service ou quoi que ce soit ici, hein. À notre niveau, on ne sait pas. On sait comment c'est codé derrière, bien entendu, mais on peut imaginer qu'il y ait plusieurs équipes. L'un s'occupe du repository, l'autre du use case et tout. Là, on ne sait pas trop comment c'est fait, on s'en fiche. On a un contrat d'interface, on sait qu'on va récupérer le produit grâce à ça. Maintenant, ceci nous renvoie un product result. Nous, on a besoin du product tout court. Donc pour ça, on va faire simplement product est égal à data.product. Et si jamais c'est nul, c'est ce que ça veut dire là, hein, pour l'intégration de 2 points, les bases de Kotlin, hein, eh bien, je vais renvoyer not found exception, j'ai pas trouvé la réponse, ok, tout simplement, hein, je vais pas trouvé le produit. N'oubliez pas, derrière, le get product, c'est lui qui va s'occuper de l'insérer en base de données, donc là, on n'a rien à faire là-dessus, hein, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre à jour mon score. Eh bien, pour ça, je vais utiliser user repository, je vais faire update score, et puis je vais mettre mon produit à l'intérieur, et ça va faire le schmilblick pour moi, d'accord? Ici, rappelez-vous ce qu'il y a à l'intérieur, ça va utiliser le shard view model. Donc ça veut dire, à partir du moment où je vais appeler ça, eh bien, tous ceux qui écoutent mon shard view model qui est à l'intérieur, eh bien, vont être notifiés que j'ai un nouveau score. J'ai même pas besoin de m'en occuper du coup. Et enfin, si vous avez bien suivi, le résultat final, il faut bien que je l'envoie, d'accord? Donc je vais émettre, tout comme au-dessus, hein, un success avec mon produit à l'intérieur.
Ok, nickel, vous allez me dire, bah David, c'est cool tout ça, tu n'as pas utilisé le loading et tu n'as pas utilisé l'erreur. Alors le loading, je vais pas l'utiliser, je pourrais très bien le mettre ici, hein, regardez, tout simplement, mais je sais que je vais pas l'utiliser par la suite. Mais pour vous montrer, le loading, il suffit juste de le mettre là, d'accord? Loading au tout début de notre méthode au final. Hein. Le loading, il est fait. Mais là, j'en ai pas réellement besoin, mais si vous avez besoin de mettre un loader, par exemple, quelque chose comme ça, c'est comme ça que vous allez le faire, et à la réception de ce loading, vous allez pouvoir afficher votre loader, par exemple. Maintenant, par contre, l'erreur, j'aimerais bien l'utiliser. Eh bien, écoutez, mon flow ici, je vais pouvoir lui rajouter ici un catch, qui va me permettre de catcher, de récupérer toutes les erreurs qu'il va y avoir ici. On s'en fiche d'où ça vient, que ce soit de la base de données, que ce soit dans l'appel web service, que ce soit le node.phone qui est là, on s'en fiche. N'importe quelle erreur qui arrive, je le récupère et je le mets là. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais simplement faire un emit, donc émet une erreur, ressource.failure, et là, je mets l'erreur it, d'accord? L'erreur ici, c'est it, c'est un throwable. Et voilà, c'est terminé pour la méthode getProduct. Vous voyez, bon, quand on l'explique, au final, il n'y a rien de très compliqué. Faut juste savoir le faire en réalité, vous avez vu. Et maintenant, on va récupérer tous les produits qu'on a en cache dans notre base de données. Regardez, on va simplement faire une méthode qui va s'appeler getAllProduct, qui va être égale, on récupère la même structure, regardez, je ne prends même pas la tête, on récupère exactement la même structure et je vais supprimer simplement ce qui est à l'intérieur. Et je dis ici, cette fois-ci, ça va être une liste de produits qu'il va falloir renvoyer. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplir l'intérieur en réalité, puisque vous voyez, je gère déjà les erreurs, etc. Donc j'ai juste à savoir comment je vais récupérer tous mes produits. Et pour ça, je vais le faire directement en one shot, regardez, hop, j'émets une réponse success, d'accord? Et à l'intérieur, j'ai fait juste product repository, getAllProduct, c'est tout. Et je sais que ce sera en général un succès, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, voilà, par sécurité, j'ai quand même catché une erreur, on ne sait jamais. Voilà, j'ai mes deux méthodes, getAllProduct et getProduct. Mon use case est complètement terminé. Là, ça va me permettre d'afficher justement la liste, voilà, de mes produits que j'ai déjà scannés. Et puis ici, ça va me permettre justement de faire tout mon jeu, de scanner un code barre justement, et d'avoir le produit, de récupérer en cache, d'incrémenter mon score. Il va me manquer maintenant juste un seul truc, c'est le user use case qui va me permettre de récupérer mon score en one shot, direct, si j'ai besoin de mon score, donne-moi mon score. Et puis l'autre qui va me permettre d'étendre mon chart view model pour pouvoir l'utiliser dans mes view models. Vous allez voir, ça va être assez simple, c'est juste un passe-plat. Donc dans project, dans use case, on crée user use case. Ici, je vais simplement avoir besoin de user repository, donc je l'ajoute. Ok, donc la méthode one shot pour récupérer le score, très simple, hein. Fun get score est égal à user repository get score, point. D'accord, c'est un passe-plat directement sur user repository. Et puis ici, je vais faire justement comme je vous l'avais dit, un passe-plat vers mon mutable chart flow. Regardez, c'est tout simple, hein. Je crée exactement la même variable, score update event, vous voyez, score update event, et je dis que c'est égal au score update event de mon repository. Pourquoi je fais ça et je récupère pas directement celui de mon repository? Bah, je vous l'ai dit en fait, ma vue, elle aura pas le droit, ma présentation n'aura pas le droit d'accéder à ma repository. Elle aura droit seulement à mon use case. D'accord? Donc je suis obligé, si je veux utiliser score update event, de faire des passe-plats comme ça, voilà, des petits hacks comme ça. Et maintenant, mes vues modèles dans le prochain épisode vont pouvoir aller récupérer mon score update event et être notifié lorsqu'un score sera mis à jour. Ok, on a quasiment terminé. Maintenant, vous l'avez compris, on utilise Coin dans cette application. Donc, on va aller instancier user use case et product use case avec Coin. On est dans notre fichier module.kt comme tout à l'heure et on va aller dans la partie use case. Et en fait, je vous copie-colle parce que je vous ai déjà détaillé juste avant comment on a fait avec les repositories. C'est assez simple, hein, je fais juste un single product use case et puis à l'intérieur, regardez, on a besoin, comme tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, du product repository et du user repository. J'ai juste à faire un get parce que je les ai définis juste en dessous. Donc c'est quand même assez magique, hein, Coin. Et maintenant, mes view modèles, tout simplement, ça sera juste là. Je vais pouvoir injecter un product use case et un user use case. Vous l'avez compris. La partie data, la partie domain, c'est terminé. Il ne nous reste plus que la partie présentation. Et justement, on va utiliser nos use cases qu'on a créés aujourd'hui pour créer des view modèles. Et je vais vous montrer aussi beaucoup de choses qu'on va faire côté UI. Vous allez voir, on va vraiment s'éclater dans le prochain épisode. J'ai hâte de vous montrer ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un très gros pouce bleu. Ça me prend énormément de temps à préparer ces tutos et c'est ma récompense. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour manquer aucun des prochains épisodes. Moi, personnellement, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!